Guylain Watrelot, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez un livre sur la plus grande, on peut dire, énigme de l'aviation. Ce livre s'intitule Vol MH370, une vie détournée. Il est édité chez Flammarion. Il s'agit de votre vie, puisque votre femme et 2 de vos enfants étaient à bord de cet avion, de ce vol. Rappelez-nous d'abord, Guylain Watrelot, ce qui s'est passé ce 8 mars 2014. Cet avion décolle donc de Kuala Lumpur pour Pékin et il n'atterrira jamais à Pékin. Ouais. Cet avion décolle le vendredi soir de Kuala Lumpur, 239 personnes à bord. Il vole pendant 1 heure direction Pékin et à partir de là, blackout total, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et globalement, 4 ans après, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Sauf que la Malaysian Airlines, vous dites, voilà, l'avion a disparu, il s'est volatilisé. C'est ce qui vous a été dit. Pourquoi vous refusez d'y croire que cet avion a coulé en mer et voilà? Non, ce que je refuse de croire, la version officielle nous dit l'avion, après avoir coupé tous ses moyens de communication, a retraversé la Malaisie, donc a fait plusieurs fois il a mis cap à l'ouest, on va voir voilà, un petit montage. Il a mis cap à l'ouest et ensuite il a mis cap au sud. Et il est allé tomber dans l'eau à 2000 km de l'Australie. On nous dit officiellement, quand il a fait cap au sud, en fait, tout le monde était mort dans l'avion a été dépressurisé, l'avion était sous autopilote, et là, à un moment donné, il n'a plus de kérosène, donc il tombe dans l'eau. Donc voilà la version officielle. Moi, je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un avion ne peut pas disparaître comme ça des écrans radars? Un avion, déjà, ne peut pas disparaître. Même si on coupe ce qu'on appelle le transpondeur et la carse dans l'avion, ce qu'on peut faire très facilement. Ouais. Donc les contrôleurs aériens civils ne voient plus l'avion, ça c'est vrai. Mais les contrôleurs militaires le voient. C'est prévu pour ça. Ce qu'on appelle un avion fantôme, tous les radars militaires sont prévus pour ça. Donc s'il a réellement fait tout ce trajet-là, ça veut dire qu'il a traversé 7 pays différents, enfin le couloir de 7 pays différents, qui auraient dû le voir. Or, ces 7 pays-là nous disent ne rien avoir vu. Je ne peux pas croire non plus que ces 7 pays-là soient mis d'accord pour dire on n'a rien vu. Donc, voilà. Alors, on reviendra sur les hypothèses que vous formulez, mais d'abord, dans ce livre, vous racontez ces 4 dernières... Parce que demain, ça fera 4 ans jour pour jour, avec des hauts, des bas, des espoirs. À un moment, on vous dit, mais les passagers ont été vus en Birmanie, l'avion a été détourné, et là, vous y croyez? Vous vous dites, je vais revoir mes enfants? Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'ont appelé à un moment donné ou qui m'ont contacté à un moment donné en disant ils sont parce que pendant très longtemps il n'y a pas de preuve de crash. Voilà. Pas de preuve de crash, donc l'avion ne s'est pas crashé. Donc l'avion a atterri quelque part. Donc pendant très longtemps j'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages en disant ils sont prisonniers au Pakistan, en Afghanistan, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Ouais. Et voilà, il y a des personnes très rapidement vous demande de l'argent pour avoir des informations. Parce que vous allez mener votre propre enquête. Vous n'êtes pas tout à fait satisfait de l'enquête officielle. Vous dites on nous cache des choses. Racontez-nous. Alors comment on s'improvise? Vous étiez vice-président de Lafarge, vous n'étiez absolument pas enquêteur. Comment pendant ces 4 années allez-vous faire pour mener votre propre enquête? D'abord, au départ, on est quand même un collectif. Il y a quand même un collectif des familles. Ouais. Et avec 3-4 personnes, on essaye d'organiser quelque chose. Et dès la première semaine, on comprend qu'on nous ment. Je vous explique pourquoi. Parce que dès la première semaine, on cherche en mer de Chine pendant 4 jours. Et le 5e jour, la Malaisie nous dit « Mais on a vu l'avion de l'autre côté. À des milliers de kilomètres de là où on cherche. On a vu l'avion pendant la nuit. » Donc dès le départ, on comprend qu'il y a un problème. Donc là, à 3-4 familles, on se dit, il y a un problème, il faut qu'on fasse quelque chose. Et une des premières choses qu'on a fait, c'est on s'est dit, on nous cache la vérité, c'est quelque chose d'assez énorme, il va falloir qu'on fasse parler les gens. Et notre première idée a été de faire un financement participatif, de demander un financement participatif, de faire une collecte d'argent pour rémunérer des informateurs ou des enquêteurs, parce qu'effectivement, on n'est pas enquêteur. Alors là, comme vous proposez de l'argent, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui vont vous contacter. C'est le problème. C'est le problème. Même des radiesthésistes qui vont vous dire, des gens qui ont des dons. Donc l'avion, il était partout. Hein. Officiellement, j'ai des positions partout. Donc effectivement, la position que nous avons toujours eue, c'est qu'on nous donne l'argent que le jour où on trouve l'avion. Hein. Donc on prend, voilà. Alors votre théorie, vous le dites à la fin, c'est que l'avion a été abattu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, je ne crois pas au trajet déjà, parce que je me dis que 7 pays, voire 9 pays auraient dû le voir et n'ont rien dit. D'autant que vous dites autre chose de surprenant, c'est qu'en Chine, les Chinois, il faut savoir, à bord de leur avion, ne débranchent pas leur téléphone. Jamais. Enfin, j'ai vécu là-bas pendant 6 ans. Les téléphones sonnent tout le temps.
Dans l'avion. Alors que nous, on les coupe parce qu'on nous dit coupez votre téléphone, eux, ils les coupent. Non, ils les Donc coupent ils auraient dû borner partout. Exactement. Or, on nous dit qu'il n'y a que le téléphone du copilote qui a borné. Ouais. Donc, c'est pas possible. Il y avait 139 Chinois, je crois, à bord de cet avion. Pour votre info, on m'a jamais demandé les numéros de téléphone de ma famille. Ouais. Donc, je trouve ça bizarre aussi. Bon, donc je ne crois pas au trajet. Je ne crois pas à l'accident, parce que accident, ça veut dire l'avion tombe dans l'eau, on retrouve des débris partout. Ce qui est extrêmement surprenant dans cette histoire-là, c'est que c'est un avion soi-disant qui tombe dans l'eau et on ne retrouve pas de débris flottants. Ça n'est jamais arrivé. Tout flotte dans un avion. Le vol Paris-Rio, on a trouvé des centaines de débris. Donc je ne crois pas à ça. Je pense que c'est ni un accident, ni là où il est. Pour moi, le plus vraisemblable, c'est qu'il est tombé au moment où on a perdu sa trace. Et il a été abattu, mais vous ne voulez pas le dire, parce que c'est ce qui est énorme, par les Américains. Et c'est pour ça que le monde entier se tait. Hein, parce qu'il se serait approché alors de la base militaire Diego Non, je ne crois pas qu'un terroriste... Parce qu'à bord, il y avait des... Je pense qu'à bord, il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne doit pas arriver à Pékin. Voilà, des ingénieurs qui s'apprêtaient à livrer les informations top secrètes aux Chinois, et les Américains auraient préféré abattre cet avion. Vous dites même, vous avez eu l'impression d'avoir été sur écoute. Vous donnez un indice, racontez-nous ce qui s'est passé. Vous dites avec votre... vous racontez qu'avec votre sœur, vous l'avez au téléphone, on va faire une marche pour aller à l'Élysée et apporter une pétition. Donc vous dites ça avec votre sœur d'un air badin. Que se passe-t-il le lendemain ? L'Élysée m'appelle. Voilà. L'Élysée m'appelle et vous dit et me dit vous vouliez un rendez-vous avec le président. Voilà. Eh ben on va vous le donner. Par contre la marche peut-être c'est pas la peine de la faire si vous avez le rendez-vous. Comment ont-ils été au courant de ce projet de marche ? Oui. Vous dites. Oui. Vous flippez même à un moment, vous dites vous devez aller aux États-Unis, vous avez peur puisque vous pensez que les Américains sont dans le coup, qu'on vous fasse le coup du parapluie, mais finalement il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, mon fils fait un stage aux États-Unis et deux personnes assez haut placées, un proche des services secrets, un autre proche des politiques, on va dire, donc des gens plutôt la tête bien faite, pas des complotistes comme on pourrait le croire, me disent « Guilain ne va pas là-bas ». La CIA, ils sont frappés. Tu vas te retrouver avec la drogue dans tes bagages ou avec des photos pédophiles sur ton ordinateur. Ils me disent, on te conseille de ne pas y aller. Bon, j'y suis allé, il n'y a pas eu de problème. Mais... On ne vous accuse pas d'être complotiste et on peut le comprendre. Vous avez perdu votre femme et 2 enfants. On peut comprendre qu'on s'accroche dans ces cas-là d'abord à des espoirs et ensuite à des choses qu'on nous cache. Donc, vous pouvez le comprendre que... Oui, on m'accuse d'être complotiste. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'écris un livre. C'est que c'est difficile de raconter en 5 minutes tout ce que j'ai vécu et pourquoi je dis ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc j'ai essayé d'écrire ce livre en disant essayons d'être factuels, ce qui est compliqué, et puis les gens se feront leur propre idée. Les recherches ont repris. Il y a une société américaine d'ailleurs qui s'appelle Ocean Infinity. Vous avez des nouvelles Alors on reçoit des nouvelles toutes les semaines. Toutes les semaines, on reçoit un rapport. Aujourd'hui, ça nous dit j'ai fait tant de kilomètres carrés et j'ai rien trouvé. Donc voilà, toutes les semaines, on reçoit un rapport, effectivement. Moi, je suis ravi que les recherches soient reparties, parce que ça fait 1 an qu'on se bat pour que ça reparte. De toute façon, malheureusement, vous n'avez plus aucun espoir parce que des débris ont été retrouvés. Et ça, c'est officiel, sur l'île de la Réunion. Voilà. Vous êtes sûr, là, pour le coup, parce que plusieurs fois, des débris auront été retrouvés, puis ça n'aura pas été des débris du vol MH370. Je ne suis pas sûr à 100% de ces débris. On n'est pas sûr à 100%. Non. Pourquoi ? Parce que la preuve qui nous est donnée, qui relie ce débris typiquement à cet avion, c'est globalement un papier écrit à la main qui relie un sous-traitant de Boeing, et c'est écrit à la main et globalement une commande de Malaysian Airlines. Je trouve que chez Boeing, la traçabilité écrite à la main... Et pour voir le mystère, donc vous avez rencontré François Hollande, qui vous dit « Mais non, mais je ne sais rien ». Et François Hollande ajoute « Mais peut-être ne me dit-on pas tout ». Voilà. Écoutez, c'est passionnant, ça se lit comme un roman. Ça raconte surtout ces 4 années très dures pour vous. Donc Guilain Vattrelot, auteur de Vol MH370, une vie détournée, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous restez avec nous. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. La fortune des milliardaires a flambé de 18% l'an dernier selon le magazine Forbes. Jeff Bezos est en tête, le patron d'Amazon. À la place numéro 4, on trouve le français Bernard Arnault. Qui sont ces milliardaires ? Comment se sont constituées ces fortunes ? C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.